22 juin 1941. À l'aube, 3 millions de soldats allemands déferlent sur l'Union soviétique. C'est l'opération Barbarossa, la plus grande invasion terrestre de l'histoire. Hitler promet une guerre éclair. Il pense faire tomber Moscou en quelques semaines. Mais ce qui commence comme une campagne militaire va vite se transformer. En guerre idéologique, en guerre d'extermination et en cauchemar logistique. Pour Hitler, il ne s'agit pas seulement de battre Staline. Son objectif, détruire le bolchevisme juif, conquérir le Lebensraum, l'espace vital, et exploiter les peuples de l'Est comme esclaves. Il parle de anéantissement dès les premières réunions. Il ordonne à ses généraux, il ne s'agit pas de conduire une guerre classique, c'est une guerre d'extermination. Résultat, le Commissar Order qui ordonne l'exécution immédiate des commissaires politiques soviétiques. Certains, comme le général Guderian, protestent. Mais Hitler impose sa ligne. Les Einsatzgruppen, unités spéciales de la SS, suivent la Wehrmacht pour massacrer les juifs, les communistes, les élites. Les crimes commencent dès les premiers jours de l'invasion. Entre juin et juillet 1941, la Wehrmacht avance vite, très vite. Kiev, Minsk et Smolensk tombent. Les soviétiques sont désorganisés. Près de 3 millions de soldats soviétiques sont capturés. Beaucoup meurent de faim ou de froid, enfermés à ciel ouvert. Mais un détail technique soviétique change la donne sur le terrain. Le char russe T-34, entré en service peu avant l'invasion, se révèle une véritable révolution. Rapide, capable d'atteindre 50 à 55 km/h, il est équipé d'un blindage incliné épais, difficile à percer. Son moteur diesel V12 est robuste et fiable, même dans les pires conditions. Et surtout, il est parfaitement adapté au terrain russe. Neige, boue, forêt, il passe là où les panzers s'enlisent. Sa boîte de vitesse, en revanche, est rustique et très dure à manœuvrer. Résultat, les tankistes soviétiques gardent souvent un maillet en bois dans le cockpit pour frapper le levier et réussir à passer les vitesses. Une solution brutale mais efficace. Et le char continue d'avancer. Simplicité, fiabilité, efficacité. Les panzers allemands, eux, sont plus sophistiqués mais aussi plus fragiles et sensibles au terrain. Et les soldats découvrent une autre arme soviétique terrifiante, les Katyusha, surnommés orgues de Staline, des lance-roquettes multiples capables de saturer une zone de feu et de terreur. La Wehrmacht avance, oui, mais la ligne de front est immense, les réserves s'épuisent et les premières poches de résistance apparaissent. L'automne arrive, et avec lui, la Rasputitsa. Des pluies diluviennes qui transforment les routes en mer de boue. Les véhicules sont bloqués, les chevaux meurent, les soldats marchent dans des torrents de boue. Malgré tout, Hitler ordonne l'assaut contre Moscou en octobre. C'est l'opération Typhon. Puis l'hiver tombe. Brutal, moins 30 degrés. Les moteurs gèlent, les armes se coincent. Les soldats allemands n'ont ni bottes, ni manteaux prévus pour ces températures et n'ont pas reçu le pactage nécessaire pour subir l'hiver russe. Certains se font amputer, d'autres meurent gelés dans leur sommeil. En quelques semaines, 25 000 Allemands meurent de froid, et la dysenterie, la pneumonie ou le typhus font des ravages. Pendant ce temps, à l'arrière du front, les massacres s'intensifient. Les Einsatzgruppen traquent les Juifs village par village. Ils les regroupent, souvent par ruse, et les mènent vers des ravins ou des forêts. Ils creusent leurs tombes, puis on les exécute, à bout portant. Femmes, enfants, vieillards. Aucun n'est épargné. À Babi-Yar, près de Kiev, le ravin devient une fosse commune géante. 33 771 Juifs y sont assassinés en 2 jours, fin septembre 1941. L'Europe de l'Est devient un cimetière à ciel ouvert. En Lituanie, en Ukraine, en Biélorussie, on découvre après la guerre des centaines de fosses contenant parfois des milliers de cadavres. Mais les fusillades posent un problème. Trop lentes, trop dures psychologiquement pour les bourreaux, alors les nazis testent une autre méthode, les camions à gaz. À l'arrière, les victimes sont enfermées et tuées par les gaz d'échappement. Cette innovation technique sera le prototype des chambres à gaz fixes, utilisées plus tard à Auschwitz ou Treblinka avec le Zyklon B. La Shoah commence ici, pas à Auschwitz, mais sur les routes de Barbarossa avec des fusils, des fosses, des camions. Même des officiers allemands sont choqués. Guderian aurait dit « Nous sommes une armée, pas une bande d'assassins ». Mais presque personne ne désobéit. Fin novembre 1941. Les Allemands voient Moscou au loin. Mais Staline ne fuit pas. Il reste dans la capitale. Et ses renforts arrivent de Sibérie. Des divisions blindées et des troupes habituées au froid, entraînées et équipées pour avancer dans la neige. Le 5 décembre, l'armée rouge lance une contre-offensive fulgurante. C'est la première grande défaite du Troisième Reich. Hitler entre dans une rage froide. Il prend le commandement suprême et interdit toute retraite. La guerre éclair est finie. Désormais, il s'agit d'une guerre d'usure. Et les pertes sont colossales. 700 000 soldats soviétiques tués en 6 mois. Près de 200 000 Allemands morts ou disparus. Des millions de civils affamés, déportés, assassinés.
Après l'échec devant Moscou à l'hiver 1941, la guerre sur le front de l'Est s'enlise dans un conflit total, brutal, sans merci. Les Allemands, surpris par la résistance soviétique et les conditions extrêmes, doivent revoir leur plan. Mais Hitler refuse le repli. En 1942, il lance l'opération Fallblau, une nouvelle offensive vers le sud en direction du Caucase et du pétrole de Bakou, vital pour la machine de guerre allemande. Objectif secondaire, Stalingrad, un nom symbolique mais aussi un verrou sur la Volga. L'été 1942 voit une nouvelle avancée allemande. Mais l'automne approche, et Stalingrad devient l'enfer sur terre. Des combats rue par rue, étage par étage, parfois corps à corps dans les ruines de la ville. L'hiver 1942-1943 gèle les positions. Puis, en novembre, l'armée rouge contre-attaque, opération Uranus, une manœuvre d'encerclement massive. La 6e armée allemande, commandée par le général Paulus, est prise au piège. Hitler interdit toute retraite. Les Allemands gèlent, meurent de faim, manquent de munitions. Le 2 février 1943, Paulus capitule. Près de 300 000 soldats allemands sont hors de combat. C'est une catastrophe stratégique et morale pour le Reich. Dès lors, les Soviétiques prennent l'initiative. Ils lancent plusieurs offensives, repoussent lentement les Allemands. Le front devient un brasier continu, une ligne de feu de plusieurs milliers de kilomètres, de Leningrad à la mer Noire. La Wehrmacht recule. Ses divisions sont épuisées, ses réserves fondent et la supériorité matérielle soviétique devient écrasante. Chaque mètre gagné coûte des centaines de vies. Mais pour les Soviétiques, c'est le début d'une lente revanche. Juillet 1943. L'opération Barbarossa est officiellement terminée, mais Hitler refuse d'admettre la défaite. Il lance une ultime tentative pour reprendre l'initiative. L'opération Citadelle, au cœur de la région de Koursk. Face à lui, une armée soviétique renforcée, mieux équipée, et surtout bien informée. Grâce à l'espionnage, Staline connaît les plans allemands. Il transforme le terrain en véritable forteresse défensive. Résultat, la plus grande bataille de chars de l'histoire. Plus de 6000 blindés, 2 millions d'hommes, des centaines d'avions s'affrontent dans un enfer d'acier et de feu. Malgré l'engagement de leur meilleur Panzer, les Allemands sont stoppés. Le T-34, mobile, robuste et produit en masse, écrase numériquement la puissance nazie. L'échec est total. Même Guderian, architecte de la Blitzkrieg, dira « Nous avons saigné à blanc, notre meilleure force offensive pour rien ». Après Koursk, l'Allemagne ne lancera plus jamais d'offensive majeure à l'Est. Le rouleau compresseur soviétique est désormais en marche jusqu'à Berlin. Hitler croyait conquérir l'URSS en 3 mois. Il pensait que le régime soviétique s'effondrerait comme un château de cartes, que les Slaves accueilleraient les Allemands en libérateurs. Il sous-estimait tout, la taille du territoire, la résilience du peuple et surtout la haine qu'il allait déclencher. Il a imposé une guerre d'extermination, pas seulement contre l'armée rouge, mais contre tout un peuple. Des millions de civils fusillés, pendus, brûlés vifs dans leurs maisons. Des villages rasés, des villes affamées. Dès l'été 1941, les Einsatzgruppen exécutent plus d'1 million de juifs, dans des fosses communes, souvent à la vue de tous. Babillard, Ponary, Rumbula, les noms des ravins deviennent des charniers. Mais ce crime total a réveillé l'instinct de survie d'un empire entier. Le peuple soviétique s'est levé, non pour Staline, mais pour sa terre, sa famille, sa survie. Les femmes, les vieillards, les enfants creusent des tranchées, éteignent les bombes incendiaires, fabriquent des obus. Chaque ville devient une forteresse, chaque forêt un piège. Sur le front, les soldats allemands avancent, puis s'enlisent. Ils affrontent la neige, la boue, la maladie, et des soldats soviétiques qui refusent de reculer, même encerclés, même sans munitions. La supériorité technique allemande est balayée par le nombre, la rage, la ténacité. Le front de l'Est devient une machine à broyer les hommes, où le Reich perd ses meilleures divisions jour après jour. À Stalingrad, à Koursk, à Leningrad, c'est toute l'armée allemande qui s'effondre, lentement, inexorablement. Le rêve de domination s'est transformé en cauchemar stratégique. Nous pensions conquérir la Russie, dira un officier allemand, mais c'est elle qui nous a enterrés. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de mettre un like, ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup. Et si tu aimes l'histoire, abonne-toi pour ne rien rater.